Salut Alice. Hello Sandra. Comment vas-tu? Je vais super bien, à part que je me suis pris une petite trempée en arrivant. Ouais, bah Paris, j'ai envie de te dire. Hein. Paris vibe. Paris, exactement. Bon, aujourd'hui, on n'est pas que 2, on est 3. 2,5. On est 2,5, ouais, on est 2,5. Donc bon, celles qui regardent pas la vidéo sur YouTube, les filles, vous ne pouvez pas voir cette petite merveille. Mais Alice, avant de te présenter, peux-tu présenter ton chien, s'il te plaît? Eh bien, nous sommes qui est avec... sur mes genoux, je précise. Et oui, Taya est sur tes genoux parce qu'elle a décidé d'accaparer tes genoux. Elle te trouve très confortable. Taya, c'est mon acolyte, c'est mon enfant, c'est le cadeau de ma vie qui me permet de me recentrer dès que j'ai besoin d'un petit moment à moi. Puisque un chien a des besoins. C'est un petit chihuahua poil long, très sympathique, habitué au plateau télé, au plateau radio, au podcast, aux vidéos. Et elle est tiktokeuse, Wawa. TikTokeuse Wawa, elle a plus de 165 000 abonnés. Et elle fait rire plein de personnes. Voilà. Et comment est-ce qu'elle a percé? Donne-nous un petit peu. Alors... Comment elle a percé? Taya a percé parce qu'elle veut éradiquer le monde et elle n'a pas du tout le physique de sa pensée. Voilà. Donc ça fait beaucoup rire les gens. Madame a beaucoup d'audace. Beaucoup d'audace. Comme sa maman. Exactement. C'est ça. Très culottée. J'adore. Ok, génial. Donc là, elle est en train de me lécher la main. Oh, je l'adore, elle est trop mignonne. Et en fait, ce que je disais à Alice tout à l'heure, c'est que le fait de l'avoir sur mes genoux, ça me fait, je sais pas, une sensation de je sais pas comment dire. D'ailleurs, je me sens toute, tu sais, toute apaisée, toute molle, toute bien. En fait, c'est assez fou l'énergie que ça transmet. Bref, nous n'allons évidemment pas faire l'épisode sur ta jolie chienne, bien qu'elle le mérite. Alice, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je fais comme le club des entrepreneurs anonymes. Oui, absolument. Alors, je m'appelle Alice, j'ai bientôt 33 ans. Je suis multi-entrepreneur, j'ai 3 entreprises, une entreprise de production audiovisuelle, une entreprise de com 360 où j'axe quand même un maximum autour du digital, donc social, media management, influence, digital marketing et formation conférence sur le sujet. Et puis à côté, j'ai une holding et je suis actionnaire dans d'autres entreprises. Madame, s'il vous plaît. Et accessoirement, je fais des blagues de Toto sur Instagram parce que ma passion dans la vie, c'est de faire de l'humour, bien que je n'en ai pas fait un métier. Et voilà, j'ai plein de petites activités en parallèle. Je suis ambassadrice de différentes associations. Je fais partie de plusieurs fondations et groupes d'entrepreneurs comme la CPME. Je suis membre de l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence des créateurs de contenu. Je suis marraine pour les Bagous à Manon. C'est une association qui se bat pour la recherche des cancers pédiatriques. Je te fais pas toute la liste parce que je fais énormément de choses. Je suis un petit peu hyperactive. Ok, comme tu peux le voir. Incroyable. Moi, ça me fascine les gens comme toi. Et à côté de ça, je suis chroniqueuse télé sur France 3. J'ai 2 talk-shows, donc un avec Ariane Brodier et un sur la chaîne ABC Talk TV, où j'accueille des femmes. Ça s'appelle ABC Talk Women. Et puis, je suis sûre que j'oublie encore plein de choses. Non, mais incroyable. De toute façon, tu pourras y revenir durant l'épisode. Il n'y a aucun souci. Quel âge as-tu, Alice? Je vais avoir 33 ans. Et en plus, elle est très, très vieille. Très vieille. Je suis très vieille. C'est un truc de ouf. Alors, on va repartir du début. On va rembobiner un petit peu. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu la manière dont je mène les interviews. Ouais, et j'adore. Voilà, super. L'idée, c'est vraiment... je suis quelqu'un de très curieuse. Donc, j'ai vraiment envie de comprendre comment t'en es arrivée là. Et les auditrices aussi, parce que la plupart de mes auditrices, c'est des nanas qui sont pleines d'audace, mais qui n'ont pas forcément encore osé, tu vois, construire leurs rêves professionnels, etc. Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu d'où tu viens. D'où te vient cette audace, d'où te vient cette hyperactivité. Activité, oui, tout à fait. Oui, hyperactivité. Voilà, hyperactivité, voilà. Comment tu as été éduquée. Enfin, voilà, on veut un petit peu tout comprendre. Quel est ton parcours, Alice? Tu prends le point de départ de ton choix. Le point de départ, c'est ma naissance. Je suis née malvoyante de l'œil gauche. Donc, en fait, mes parents ont découvert trop tard que j'avais ce problème-là via Madame Dacosta, qui était la prof de mon école maternelle. J'étais en petite section de maternelle et qui avait remarqué quand je me levais de la sieste, en fait, mon œil gauche partait. Et comme mes parents étaient très concentrés sur mon frère qui avait un très gros handicap visuel, pour le coup, et qui se voyait, qui avait un albinisme oculaire avec les yeux qui bougeaient beaucoup, il s'était dit c'est bon, elle, tout match, il n'y a pas de souci. Donc, très rapidement, je vais être confrontée à la résilience forcée, puisqu'on va me dire, OK, votre fille, elle va devoir faire 15 à 20 ans de rééducation des yeux pour que son œil puisse re-regarder dans le bon axe, parce que comme il ne voit pas, le cerveau, par
tout simplement réflexe, il va laisser l'œil partir parce qu'il veut économiser de l'énergie, le cerveau. Donc, un œil qui ne voit pas, il va le mettre de côté. Et donc, je vais passer des semaines et des semaines et des semaines à faire des exercices oculaires chez l'orthoptiste, chez Madame Goldschild, d'ailleurs, si elle m'entend. Qui t'a marqué à vie. Qui m'a marqué à vie, puisque c'était comme une tati, quoi. Je la voyais le mercredi, le vendredi, toutes les semaines de ma vie. Donc, voilà. Incroyable. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que quand on veut, on peut, même avec un handicap. Mais il fallait être accompagné par les bonnes personnes, avoir confiance aussi dans le processus, parce que c'est pas toujours facile. On se dit, oh là là, j'ai envie de tout abandonner. Et puis, que parfois, ça va nous mener vers des épreuves plus difficiles, comme porter un cache à l'école et qu'on se fasse critiquer de pirate, des choses comme ça, mais qu'il faut aller de l'avant. Et si on explique qu'on communique avec les autres enfants, eh bien, ils vont comprendre. Et finalement, ils vont même nous trouver, par cette vulnérabilité, cette transparence, vachement audacieux et même courageux. Et on peut devenir, même en étant un enfant, une forme de leader indirect, tu vois. Bien sûr. Et donc, le langage, la communication, expliquer, voilà. Donc, j'ai cette première audace qui va arriver malgré moi comme ça. Et après, il y a plein de petites épreuves dans ma vie, comme relations toxiques, hirsutisme. Parce qu'adolescente, j'avais des poils qui n'étaient pas censés être des poils de fille sur le visage. Donc, ça, c'est les hormones. Je pense qu'il y a eu beaucoup de femmes dans mon cas, mais c'est très tabou parce qu'on est dans un monde où il y a énormément de perturbateurs endocriniens. Donc, j'étais pas non plus Chewbacca, hein, mais... mais tu te prenais quand même des remarques voilà, c'était suffisant pour... ouais. Et puis après, donc, relation toxique. Alors, quand je dis relation toxique, c'est pas la petite relation de « ouais, donne-moi ton téléphone, faut que je regarde à l'intérieur ». Non, pas du tout. C'était du style « si tu vas là, je te tue ». Voilà. Donc, pendant 6 ans, j'étais avec un Marocain à Casa. Alors attention, je tiens à préciser, pas d'amalgame, c'est pas parce qu'il était marocain que c'était un psychopathe. Je suis tombée sur un psychopathe que j'ai rencontré dans le cadre de l'échange universitaire de mon frère. C'était son pote de classe et je l'avais trouvé hyper charismatique car comme bon manipulateur pervers qu'il était, forcément en société extraordinaire, un charisme incroyable. Et moi, j'étais jeune, j'avais 17 ans, il en avait 23, donc j'avais des paillettes dans les yeux. Et bien sûr, la toxicité n'est pas arrivée tout de suite. Elle est arrivée au fur et à mesure de la relation. Process, tu Exactement. penses ? Voilà, donc tout ça. Bon, après, vraiment, je vous la fais très, très courte. Hein. Si vous voulez en savoir plus, il y aura mon livre qui va sortir en septembre. Mais là, je la fais très, très courte. Oui, on va en parler aussi, après. Mais voilà, je fais vraiment en accéléré. Je fais des petits... des petits zooms de vie. Je fais bien les bruitages aussi, c'est un don. Et après, j'ai eu des expériences professionnelles assez, je ne vais pas dire douloureuses, pas à ce point-là, mais voilà, qui forgent le caractère. Alors, tu t'es orientée vers quoi ? Qu'on comprenne un petit peu ton parcours. Après... Donc, en parallèle de tout ça, moi, comme vous l'avez compris, j'avais un problème oculaire. Et c'est marrant parce que j'étais passionnée par le dessin et la communication visuelle. Hein. Comme par hasard. Ouais. Donc, je faisais énormément de dessins. J'étais en bac L, art plastique. Après, j'ai fait une mana art appliqué. Puis après, j'ai fait une licence à l'ECV Paris. Donc, c'est une école de communication visuelle. Puis un master à l'école Marie-Zélois de Paris en marketing et communication. Et je sors toute contente en 2012 de ces études. Et là, je me rends compte que mon diplôme, il est presque déjà, alors j'exagère, hein, mais presque déjà caduque. C'est-à-dire que je suis graphiste, je sais faire plein de choses, je sais faire de la 3D, je sais faire énormément de choses, hein, des dessins, du packaging, des sites internet, du X-design. Franchement, j'ai un gros bagage dans les mains. En plus, j'avais fait des écoles qui sont assez renommées sur Paris, mais je me rends compte que putain, c'est la merde. Je sens qu'il va y avoir une transition. Il n'y avait pas encore Canva. Et je sentais déjà que Illustrator, InDesign allait peut-être, alors pas être détrôné, bien sûr, Canva n'a pas détrôné la suite Adobe, mais il y allait avoir des outils accessibles à plein de gens et que j'allais avoir de plus en plus de difficultés de rencontrer des gens. Et c'est au même moment, quand en fait je rentre de ma relation toxique du Maroc, avec ce mec qui est un peu psychopathe. Attends, mais tu vivais au Maroc, du coup ? Ouais, pendant 4 ans. D'accord, ok. À Casablanca. Darbeida, pour ceux qui parlent d'Arija. Et t'étais partie pour mon chéri. Rejoindre ton chéri. Et du coup, pour une expérience professionnelle. Après mon diplôme, j'ai été directrice artistique en publicité. Donc, j'ai eu de la chance parce que ça m'a super forgée. J'aurais peut-être pas eu ce poste-là à Paris. Et en fait, c'était un petit peu complexe aussi parce que mon patron c'était pas un patron harceleur, mais il abusait un petit peu. Voilà. Et donc, finalement, après ce patron-là au Maroc, plus cette relation-là au Maroc, je rentre en France et je me dis, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais ça va être une catastrophe puisque déjà sur mon CV, il y a écrit Maroc. Donc, je subis la discrimination. Ah là là. Comme
tous les Marocains peuvent subir Bien quand sûr. ils arrivent en France, enfin tous les Maghrébins, enfin toutes les personnes qui sont pas françaises en fait. Non, mais c'est clair. Ils sont chauvins les Français, voilà. Et en plus de ça, on ne m'a pas appris à tenir une entreprise. Mon métier devient caduc en 2012 et je n'y connais rien en digital, alors qu'Instagram venait d'être ouvert 2 ans plus tôt, en 2010. Mais je savais gérer une page Facebook. Donc, Facebook, c'est vrai qu'à l'époque, c'était c'était une page Facebook. Ouais. J'avais moi-même une page Facebook. Voilà, c'était comme un Skype. Ah, grave. Voilà. Donc, on arrive là. La meuf est écorchée à vif. Son diplôme, il est super. Elle sait faire plein de choses. Mais en fait, il y a de moins en moins de personnes qui demandent ses compétences parce que maintenant, tout le monde veut quelqu'un qui sait faire une couverture Facebook, une couverture LinkedIn, des petites photos sur Instagram. Et elle se dit, en plus, je ne sais ni prospecter, ni vendre, ni me vendre d'ailleurs, ni me mettre en avant parce que après la relation toxique, en parallèle, je suis tombée dans l'anorexie-boulimie, donc j'avais pas du tout confiance en moi. D'accord. Donc comment vous dire, si vous vous sentez mal actuellement, sachez que en fait, je crois qu'on est potentiellement quasiment tous passés par là et que vraiment, je n'avais aucune vision. Je me suis dit, à la guerre comme à la guerre, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. On va faire marche par marche, petit pas par petit pas. Voilà. Et c'est ta force aujourd'hui, j'imagine. Et c'est ma force aujourd'hui, ouais. Bien sûr. Aujourd'hui, plus rien ne me fait peur. C'est ça, en fait. Voilà. Ouais. Mais après, alors attention, je voudrais pas aussi qu'on propulse trop cette vision de il faut souffrir pour réussir, parce que je connais plein de personnes aussi qui sont pas obligées d'avoir des menaces de mort par un patron pour réussir. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être votre audace, il faut juste que vous trouviez où vous pouvez la puiser. Ça peut passer par un récit difficile, ça peut passer par une belle rencontre, le mentor qui va changer quelque chose, ça peut passer par cette expérience inattendue. Enfin, voilà. Mais partez pas du principe qu'il faut absolument être vulnérable, avoir eu un ex perverse et avoir eu peur pour sa vie pour réussir. Voilà. Non, ça crée des déclics, on va dire, les épreuves de vie, les moments difficiles. Et comme tu dis, ça permet de puiser l'audace qu'on n'avait peut-être pas, ou en tout cas qui n'était pas réveillée. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'histoires d'entrepreneurs ou autres types de profils qui sont passés par des moments difficiles de vie et qui ont par la suite créé des trucs de dingue. Mais je suis d'accord avec toi, il ne faut pas attendre de se sentir légitime ou attendre le déclic de sa vie pour commencer à oser, à créer des trucs un petit peu puissants. Je suis d'accord avec toi. Et puis ça peut même être un branding, c'est-à-dire que on sait que la plupart des personnes qui axent toute leur communication sur la marque personnelle, elles vont dire voilà, j'étais là, il s'est passé ça, j'ai eu un déclic, donc je suis là. Mais ça peut être aussi votre branding de dire moi j'ai pas de problème particulier. C'est vrai ça. Et j'ai quand même des projets et des idées, et c'est OK, en fait. Il faut juste réfléchir à la dynamique avec le discours et comment on va l'amener pour amener les gens avec nous. Donc, vous inquiétez pas, si vous avez juste un parcours normal, on peut réfléchir à un branding aussi, quoi. Et ça peut fonctionner. Complètement. Ça peut être d'ailleurs un différenciant, puisque comme tu dis, aujourd'hui, il n'y a pas de... Enfin, tu vois, le storytelling, on utilise tous un petit peu nos moments forts, nos moments compliqués de vie. Pour créer quelque chose, pour créer une histoire. C'est vrai qu'il n'y a pas de nana. Tu vois, je vois pas une meuf qui dit moi j'ai rien vécu. Enfin, j'ai rien vécu de grave, tu vois. Mais je suis là, les gars. C'est un branding, on adore. Voilà. Si vous êtes cette nana, n'hésitez pas à nous partager vos réactions. Je me ferai un plaisir de vous partager dans ma story. C'est clair. Il en manque. Voilà, donc alors, j'arrive en 2012. Donc en France non, alors attends, excuse-moi. 2012, c'était Maroc, retour en France. Je commence à me dire que je vais me mettre dans la micro-entreprise fin 2015, début 2016, grosso modo. Et pourquoi tu as ce désir-là d'être à ton compte ? Alors, pourquoi j'ai ce désir-là ? Parce qu'en étant dans une entreprise qui s'appelait Communication, j'avais donc ce patron un peu étrange qui me disait « Alice, tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît ?» Donc, je montais dans son bureau. Il me disait « Tu peux tourner sur toi-même ?» Quoi ? J'étais là « Pourquoi ?»« Vas-y, tourne. » Donc, je tournais. « Oula, t'as grossi. Je te paye trop. » Bon, du coup, on va arranger ça. Je vais t'emmener faire une petite charrette, comme on a le rapport annuel de banque à sortir. Tu vas passer samedi et dimanche à l'imprimerie et tu vas vérifier que toutes les pages sont OK. Voilà, je sais que ça te fait plaisir. Tu voulais avoir des responsabilités. C'est le moment. Voilà. Donc, bon, j'ai pas eu la meilleure expérience et je vous rassure, tous les patrons ne sont pas comme ça. Mais c'est pas ouf quand même. Hein. Clairement, là, déjà, je m'étais dit, moi, le lien de subordination, tout ça, ce sera pas fait pour moi. D'autant plus,
alors là, rien à voir avec un trauma, c'est que ma mère est psychosociologue et que dans son métier, il y a un volet qui s'appelle reconversion ou trouver sa voie. Et donc, elle m'avait testé sur tout un tas de tests psychologiques et que depuis mes 3-4 ans, à chacun de mes tests, donc c'est un hexagone, vous faites plein de tests, avec vous répondez à des questions et tout ça. Et à la fin, on obtient une sorte d'hexagone dans lequel on a des pics de tendance. Donc, par exemple, si vous êtes plutôt scientifique, si vous êtes plutôt... Voilà. Et moi, mon pic, enfin mes 3 pics, du coup, qui se voyaient très bien sur mon hexagone, c'était entrepreneur, social et créatif. Donc, ça m'a toujours... voilà. Ça m'a toujours suivi. Donc, je voulais être entrepreneur. Alors, déjà parce que ça me faisait kiffer, la liberté. En fait, je suis hyper bordélique, je suis TDAH. Donc, moi, les horaires imposés, tout ça, c'est pas pour toi. Non, mais c'est même une torture. Tu vois, parce que moi, je peux avoir des journées où je bosse 48 heures sur 24. Et je peux avoir des journées où... Tu vois, je suis en pleine concentration, j'ai besoin de voir des gens ou reprendre de l'énergie autrement. Et donc, le métro boulot dodo, ça me convient pas. Je suis très, très vite ennuyée. Et donc, on va pas utiliser mon potentiel au maximum. Mais tu vois, si tu regardes mon temps passé écran, je suis entre 16 et 24 heures par jour. Donc, ça veut dire que même il y a des jours où je bosse vraiment beaucoup. Mais tu te rends pas mes heures. C'est ton outil de travail, quoi. Ah oui, c'est ma vie. C'est l'extension de mon âme. Excusez-moi. Oui, non, mais c'est clair. Et pour faire une petite parenthèse, Alice a une vie de malade. C'est-à-dire que les premières fois qu'on s'est parlé là, sur Insta, elle me dit alors là, là, je suis là, après je vais là, après je vais là. J'avais dit, mais attends. Et en fait, je ne comprenais même pas comment tu arrivais à imaginer un créneau dans tous ces trucs-là, quoi. Mais tout finit par passer. Mais comment va-t-elle y arriver? On a réussi. C'est ouf. Et en fait, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu adores vivre comme ça. C'est ton truc. Si on te ralentit, ça devient, j'imagine, compliqué pour toi. T'as pas l'impression d'être toi, d'être dans ta vie, je sais pas. Alors, je pense que ça me revient. C'est très, très, très ancien, pour le coup. Alors, je voudrais peut-être avoir des explications si vous êtes coach spécialisé en transgénérationnel ou que sais-je encore. C'est pas du tout. Voilà, moi, c'est pas du tout. J'y connais rien. Mais je vois bien qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du non explicable. C'est-à-dire que ma mère, quand elle était sur le point d'accoucher de ma petite personne, elle arrive à l'hôpital Béclair, à Clamart, dans le 92, région Hauts-de-Seine, et on la met en salle d'attente parce qu'il n'y avait pas encore sa pièce d'accouchement, je ne sais plus comment on appelle ça, sa salle d'accouchement. Et en fait, elle a accouché de moi dans les bras de mon père. Donc moi, alors, je vous le dis, ils me l'ont raconté. Hein. Je ne m'en rappelle pas, je ne suis pas à ce point au fait de ce récit. Mais toujours est-il que donc, donc c'était une sage-femme homme, donc c'était un médecin accoucheur, je ne sais pas comment on appelle ça, un sage-femme, voilà, c'est le terme, qui est arrivé et qui a dit à ma mère « Excusez-moi madame, mais que faites-vous » Elle dit « J'ai accouché ». Donc ça a commencé très tôt. Et après, on a conservé le petit bracelet de ma naissance et pour rigoler, le médecin qui est par la suite est rentré dans la pièce, m'a appelé boulet de canon. Donc ça a commencé comme ça. J'étais très speed, toute petite en fait. Et après, pareil, au collège, on me disait tout le temps, il faut lui expliquer qu'elle n'est pas la maîtresse. Tu vois, ça allait trop vite, quoi. C'est-à-dire parce que, par exemple, si l'intitulé de l'exercice était trop lent et que je voyais que les autres enfants, ils n'avaient pas compris, vite, je me levais pour leur expliquer. C'est pas tu vrai. Vois. Ouais, je suis un peu rapide, quoi. Tu vois. Même dans ma gestuelle, tu le vois, je suis un peu... Et du coup, t'excellais à l'école? Normal. Non, ouais, j'étais pas moyenne, mais j'étais pas non plus première de la classe. Parce qu'à côté de ça, je suis un peu bordélique dans ma tête. Donc, j'étais, mention bien. Tu vois, j'ai eu mention bien au bac. J'ai pas eu très bien, mais... Puis, j'ai pas fait trop d'efforts non plus, tu vois. Donc c'est quand même c'est quand même très bien, quoi. Puis j'ai eu de la chance parce que ce qui m'a sauvée aussi, c'est que j'avais l'option art plastique obligatoire qu'au F9. Et ouais. Petit tips, si vous êtes nul en cours, allez en section L. Je crois que ça s'appelait plus comme ça maintenant. Mais bref, littéraire, quoi. Alors, je t'assure que si j'y serais allée, ça aurait pas été le même résultat. Ah ouais? Oh là là, non. Ah ouais? Ah non, je pense pas. Alors, j'étais en S, je sais pas ce que je foutais là d'ailleurs, scientifique, mais je pense qu'en L, j'aurais été perdue aussi. Ouais, mais en L, c'est pas facile. Non, faut aimer parler, ouais. Non, mais même, tu vois, faut être, je pense, hyper curieuse tu vois, avoir envie de se cultiver. Enfin, littéraire, c'est quand même des trucs à cet âge-là. En plus, je trouve qu'on n'a pas toutes et tous la maturité d'avoir envie d'en apprendre. Ça dépend les profs. Moi, j'avais des très mauvais profs en cours, et donc mes parents m'avaient pris une prof particulière qui s'appelait Madame Laferrière. Je l'oublierai jamais. Elle m'a transmis l'amour de la littérature. Elle te parlait de ça.
sais, elle te parlait du guépard de Lampedusa, mais tu avais l'impression de regarder une série Netflix, quoi. Ah, incroyable. Et là, quand tu as un prof comme raison. ça change tout. Ouais. Ça change tout. Ouais, c'est vrai. Elle m'a appris à aimer lire et en plus, maintenant, je fais de la lecture rapide grâce à elle. Donc, je peux te lire un livre en une nuit, tu vois. Alors, vas-y, attends, je veux en savoir plus, c'est-à-dire? En fait, la lecture rapide, déjà, il faut partir du principe que vous devez vous aider soit d'un support, une feuille ou votre doigt. Parce qu'en fait, vos yeux, l'effort que demande la lecture de passer d'une ligne à l'autre, déjà, est énorme. Donc, si vous avez du mal à lire rapidement, commencez avec un petit bout de papier que vous faites descendre à chacune des lignes. D'accord. Avec, pourquoi pas, bon, moi, ce que je fais, c'est que souvent, j'ai un truc coloré pour revenir toujours à la bonne ligne, pour que mon œil il revienne toujours au même endroit. Okay. Et après, vous commencez avec cette technique-là, et petit à petit, au fur et à mesure, vous allez commencer à lire les sujets et les verbes. Pas les que, les ce, les deux. Enfin bon, bref. Non, mais je trouve ça voilà, génial. Et après, vous apprenez à lire super vite et même à faire des synthèses très rapides de vos chapitres. Et donc, ce qui fait que vous gagnez un temps fou, comme si vous étiez sur Audible en x2, quoi. Ouais, en fait, voilà. On n'a pas besoin de lire tous les mots pour comprendre la phrase. Au début, oui, mais après, non. Enfin, ton cerveau va le faire automatiquement, en fait. Parce qu'avec la syntaxe, grosso modo, il y a quand même des tournures de phrases qui se ressemblent. Complètement. Voilà. Par exemple, tu sais que je ne sais pas. Tu sais que s'il y a je ne sais, le pas est forcément là. Quoi, ouais, c'est vrai. Donc après, il y a des automatismes et le cerveau, mais même les vocaux, moi, je les écoute en x2, Instagram x2. Donc je fais tout en x2. Quoi. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et c'est ainsi que ma famille me dit que je parle trop vite. Et ils ont du mal à me comprendre. Même ma belle-mère, qui est du Sud, avec l'accent du Sud, elle me comprend pas. Elle dit, je ne comprends pas quand tu parles, tu débites trop vite. Quoi. Là, t'es à ton débit de parole normal ou normal, tu ralentis un peu? Non, là, je suis normale. Non, si je ralentis, on peut parler comme ça. Ah comme, ouais, non. Ouais, non. Voilà, non. La chaîne Intello. Bonsoir, bonsoir, Alice Catonino. Et sur tes émissions, d'ailleurs, tu ralentis un peu? J'essaye. Ouais, t'essayes? Enfin, okay. Oui, non, parce que tu vois, ma chronique digitale sur France 3, elle est de 5 minutes pile poil. Ah ouais, t'as pas le time. Et j'ai pas de chrono devant. Donc, il faut que j'intériorise le chrono dans ma tête. Donc, en général, je me chronomètre avant à la maison, puis je refais une petite... un petit récap juste avant de monter à l'antenne. Et après, souvent, Ariane Brodier me dit « Alice, tu n'as plus de temps !» Donc, j'essaye de speeder, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et alors, moi, j'avais une question. Enfin, j'en ai plein. Quand est-ce que tu as commencé, justement, à te déployer un petit peu sur les réseaux, à être vraiment à ton compte? J'ai vu que tu avais une académie dans laquelle tu accompagnes des femmes sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quelles ont été les étapes pour toi pour réellement devenir entrepreneuse, pour développer ta visibilité, ta notoriété? Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as commencé par bosser en freelance, bosser pour des entreprises? Ensuite, tu t'es dit, OK, je vais accompagner les femmes. Comment ça s'est déroulé un petit peu? Alors, justement, ça tombe à pic parce qu'on venait d'arriver où Alice débarque en France et commence fin 2015, début 2016. Tiens, si j'ouvrais une micro-entreprise. Et là, dans ma tête, j'étais pas du tout encore dans le digital. J'étais toujours une graphiste qui était en capacité aussi de faire des sites internet, des flyers et tout ça. Donc, je cherchais plutôt des clients, des commerçants, des restaurateurs, des hôtels, pour leur faire des cartes, des menus, de la signalétique, des choses comme ça. Dans mon malheur, j'avais vraiment de la difficulté, surtout que je venais d'arriver dans une ville qui s'appelle Montpellier, alors que j'étais parisienne à l'origine, mais après avoir passé un petit moment au Maroc, compliqué pour moi, d'un point de vue météorologique, de revenir à Paris. C'est juste pas possible. Moi, je m'étais habituée au soleil. Donc, j'allais faire du porte-à-porte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'avoir écrit Maroc sur mon CV, j'étais parisienne. Donc, alors, coucou aux Montpelliérains qui nous écoutent, c'est des personnes un peu chauvines. Donc, si t'es une Parisienne et en plus il y a écrit Casablanca sur les lignes de ton CV, oula, elle veut quoi, elle, machin, c'est qui, c'est quoi, c'est qui la connaît, etc. Donc, quand même, bon an, mal an, je mettais des petits flyers, des petites cartes de visite. J'allais dans l'Écusson, qui est le centre-ville de Montpellier. Puis je me rendais compte que c'était un bide total. J'avais même cherché à postuler dans des agences de com et pas de travail. Bon, après, c'est parce qu'il y a peu d'agences de com sur Montpellier. Et en plus, j'avais tout l'attirail qui allait avec ma personnalité. C'est que je suis un peu fofolle. Donc, au premier abord, les femmes m'aiment pas toujours, tu vois. Mais c'est pas méchant, mais c'est oula, elle veut quoi, elle? Tu vois. Ok. Voilà. Mais j'ai l'habitude maintenant, je vis super bien avec.
je sais que vous me détestez, mais vous allez finir par m'adorer. Non, pas elles me détestent, mais au début, non. Je suis sûre que non. Disons qu'elles ont un peu de... Enfin, là, c'est encore pire, parce qu'entre-temps, j'ai mis des prothèses mammaires et je me suis décoloré les cheveux. Mais on adore. On adore. Maintenant, je suis Barbie. Donc, mais en général, les femmes aiment Barbie. Elles jouaient au Barbie quand elles étaient petites. Non, mais voilà. Donc, bon, disons que c'est un effet que je peux produire, mais ça dure pas longtemps. En tout cas, si on passe plus d'un week-end avec moi. Ouais. Quand on peut gratter un peu la profondeur. Mais c'est vrai que sur les réseaux de prime abord, je suis un peu soit faux-folle, soit hystérique. Oui, soit c'est clair. Enfin, voilà. Clairement. J'ai conscience. Mais c'est ça qu'on aime. Je pense que c'est ça que les gens kiffent, quoi. Ou pas. Enfin, voilà. C'est clivant, quoi. Ah non, moi, justement, je trouve que ça fait contraste, justement, à ce que tu peux dire, les prothèses, etc., que t'es très jolie, que tu as une très belle apparence physique, etc. Je trouve que ça fait contraste, justement, avec ce côté-là. Je trouve que c'est cool, c'est authentique, c'est frais, c'est simple, non ? Je crois même que c'est important parce que je t'expliquerai après pourquoi j'ai fait de la chirurgie, tout ça, mais c'est important pour moi de rappeler aux femmes qu'elles ne doivent pas se comparer aux autres femmes, et encore moins à moi. Et c'est pour ça que je ramène énormément de vulnérabilité ou d'authenticité, parce que je veux surtout qu'elles... Enfin voilà, je suis très grande, je suis blonde, je me suis pas toujours habillée complètement couverte, donc je veux pas qu'elles se disent moi par rapport, ou non, et moi j'aurais porté ci par rapport à elle et tout. Je veux vraiment qu'elles se disent il y a un fond sous la forme, quoi, en gros. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans mes clientes ou mes élèves, j'ai de tout, hein. On est toutes très différentes et on est OK avec ça. Mais complètement. Voilà. Et moi, ce que j'adore, si je peux me permettre, c'est qu'il y a beaucoup de nanas qui sont entrepreneurs, qui sont intelligentes, qui créent des choses. Et je trouve ça génial, justement, de montrer qu'on peut être ultra féminine, ultra jolie, ultra sensuelle. Tu vois, j'adore, en fait. J'adore. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on a peur. Ouais. Moi, je sais que je fais partie de ces femmes-là, je pense. Parce que quand j'étais jeune, tu vois le regard des garçons sur toi, voilà, les garçons, vous faites chier, quoi. Et du coup, t'as envie limite de te cacher. En fait, moi, je sais que j'ai toujours été, ça a toujours été désagréable pour moi, c'est très bizarre de dire ça, de me faire draguer, tu vois. Limite, je le prenais mal, en fait. Ça m'angoissait tout de suite, voilà. Et du coup, tu te retrouves à finalement ne plus te mettre en valeur. Et en fait, on en a envie. Enfin, clairement, c'est cool de se sentir jolie, de se mettre en valeur, d'être féminine. Donc, je trouve ça super de représenter ça, en fait. Alors, surtout que dans mon cas, donc après ma relation toxique, en parallèle de cette micro-entreprise où je cherche des clients et j'ai de la difficulté à trouver des clients, moi, j'étais tombée vraiment dans l'anorexie boulimie vomitive. Donc, alors c'était horrible, ça tournait en rond. J'ai mis 7 ans pour m'en sortir. Et en fait, et c'est pour ça que je veux vraiment rassurer les femmes, si elles se disent « Ah là là, j'ai moins de poitrine qu'Alice » ou « J'ai moins de cheveux blonds qu'Alice », etc. Moi, à la base, quand j'ai cherché vraiment à modifier mon apparence, c'était surtout pour me battre contre le démon que j'avais à l'intérieur, parce que pour moi, la beauté, c'était le rachitisme. C'est même pas la maigreur. Putain, ouais. Donc, j'avais une énorme dysmorphophobie. Et bon, je suis d'accord avec toi aussi, le regard des hommes me dérangeait, mais c'était pas ça. C'est ma relation toxique qui a poussé mon inconscient à vouloir disparaître, parce qu'à force, j'avais conscientisé que sans lui, je suis qu'une merde, tu vois. Vraiment, je fais des raccourcis, mais voilà. Bien sûr. Et à force de vouloir la maigreur, j'arrivais pas à m'en sortir. Et donc, bien sûr, j'ai été voir des psychiatres, des psychothérapeutes, des endocrinologues, des nutritionnistes, etc. Mais ça suffisait pas. Il fallait que j'arrive un peu comme à forcer mon corps à reprendre des formes. D'accord. Et aussi faire table rase de cette apparence. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu pratiquer la chirurgie esthétique. Donc, j'ai refait faire mon nez, j'ai blondi mes cheveux, j'avais fait faire des tatouages aux sourcils. Enfin, il y a plein de choses que j'ai changées. Tu vois, je commence à mettre du gel. Donc, les gens vont dire « Oh là là, la fille est superficielle ». Mais moi, c'était pas du tout pour plaire aux garçons. Je me créais, en fait, ma carapace, mon personnage, pour surtout oublier le personnage dramatique que j'avais été par le passé. Et finalement, ce personnage, je me suis habituée à lui, à tel point que en fait, c'est devenu une partie de mon identité presque. C'est mon petit personnage. Et quand je fais le parallèle aux Barbie, c'est que les Barbie, moi, quand je faisais ma rééducation des yeux à l'époque, c'était les cadeaux que m'offraient mes parents quand je passais au step supérieur pour mes yeux. Et j'avais associé la Barbie à quelque chose d'extrêmement positif. Mais c'est bien plus tard que j'ai réalisé ça, en fait. C'est vers mes 30 ans, tu vois. Il y a 3 ans, je me dis, mais pourquoi j'aime autant être blonde, machin, parce que je m'en fous. Enfin, je trouve pas les blondes mieux que les brunes, tu vois. Mais pourquoi moi, qui de base, je suis châtain foncé, brune, tu vois, pourquoi j'ai voulu être blonde? C'était ni pour plaire, ni pour... Et là, je me suis rappelé qu'inconsciemment, quand j'étais petite, c'était Barbie, elle peut tout faire. Elle peut conduire des camions, elle peut faire de l'avion. Attends, à l'époque, elle conduisait des camions Barbie ? Bah ouais, camions de camping-car. Moi, j'avais le camion pour les chevaux.
tu sais. Ouais. Et moi, j'avais ok. associé, parce que mes parents ne m'offraient Ok. pas la Barbie chouin. Ils m'offraient la Barbie bricoleuse, la Barbie qui a un camion. Mais- Donc moi, j'avais ah associé la Barbie méga féministe, tu vois. Pas la Barbie... je m'en Incroyable. foutais, moi, de la Barbie make-up. Moi, Moi, je voulais... vu une Barbie stylée comme ça, moi. Bah ouais, C'était toute t'avais la pareille, Barbie, tu sais, Ah en ouais, avion, ah ouais, avec l'avion de Barbie. Elle pouvait conduire l'avion de Barbie, Ouais, tu c'est vois. vrai, ouais. Et pour moi, j'avais associé Barbie à quelque chose d'hyper féministe, tu vois. Donc, et au contraire, pour moi, elle pouvait dévêtir ses jambes et donner des ordres à Ken. C'est pas parce qu'elle était maquillée que Ken lui disait Attends, d'aller mais faire la t'avais déjà vaisselle. fait ce rapport-là? Non, mais enfin, je pense Avec que le recul, c'est un tu fais ce rapport-là. processus, bien Ok. sûr. Ouais. Non, je pense pas que j'étais à ce point-là. La meuf était hyper avancée. Mais voilà, tu vois. Et comme moi, mon ex, il m'avait dit, tu t'habilles pas comme ça, tu te maquilles pas, tu parles pas au mec, tu machin. J'avais tellement été enfermée dans quelque chose presque de l'ordre de la prison. Oui, Tu vois, complètement. que pour moi, justement, être féminine, être pulpeuse, C'est la être liberté. dévêtue, ben, c'était un acte C'est une forme de féministe. liberté aussi. Ouais. C'était un acte de liberté. Donc, voilà. Mais moi, j'adore, enfin, juste pour revenir là-dessus, j'insiste là-dessus, ça va peut-être être chelou, les filles, je suis désolée si vous trouvez ça chelou, mais c'est une partie de moi, tu vois. Par exemple, peu de gens le savent, je pense, mais j'adore Selling Sunset. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et les nanas, c'est toutes des beautés, des Barbies. Alors oui, chirurgie esthétique, etc. Mais ça ne me dérange absolument pas. Les Bah ouais. nanas ont un cerveau, enfin, excusez-moi, mais elles sont c'est pas parce qu'elles sont supra hot et belles, etc. Les meufs, elles sont intelligentes, elles ont des business, c'est des girl boss. Enfin, et j'adore en fait. Et c'est un truc, tu vois, que je pense que j'ai pas encore réussi. J'ai pas encore réussi à joindre les deux bouts entre cette facette-là de moi, qui Ouais. est un peu, je sais pas, j'arrive pas à mettre de terme, et la moi aujourd'hui. Tu vois, il me manque. Je pense que j'ai pas encore tout relié. Mais c'est très beau ce que tu dis parce qu'en fait, ça devrait être la norme chez les femmes. Pendant des millénaires, on nous a mis les unes contre les autres parce que, pourquoi hein, il faut juste comprendre le pourquoi du comment. Une femme, pour se hisser dans la société, devait trouver un mari. Donc forcément, elle était de prime abord toujours en compétition avec les autres femmes pour avoir un C'est statut vrai. social. C'est vrai. Donc, à partir du moment où nous, les femmes, qu'on soit sophistiquées ou pas, rondes ou minces, pulpeuses ou avec une petite poitrine, cheveux courts, cheveux longs, etc., on est dans la sororité et que l'apparence, enfin l'enveloppe ne devient plus un critère de jugement, mais plus comment la personne agit, quelles bonnes actions elle met en place, etc., eh ben, nous aurons compris ce que c'est que la liberté des femmes. Moi, j'ai des copines qui sont voilées, j'ai des copines qui sont hyper nature peinture, pas de make-up et ça leur va très bien. J'ai des copines qui font des tambours chamaniques, j'ai des copines qui sont actrices très connues. D'ailleurs, je ne citerai pas leur nom, mais des actrices de X très connues. Mais t'es obligée Oui. de. Bon, tu me diras, je Bon, connais Anna aucun nom, mais- Paulina, Cléa Gauthier ou encore Je connais même pas. Cara Saint-Germain. Voilà, On je ira les connais voir. très très bien personnellement. Donc voilà. Pour moi, être féministe, c'est accepter sa sœur dans toute son individualité, ses particularités, sa singularité. Donc, peu importe que tu sois athée, croyante, etc., je t'aime, je te considère dans ta différence. Et j'irai même plus loin. Si vous avez peur que quelqu'un vous dise « Non, mais toi, t'es superficielle ». Alors, quelqu'un qui vous juge sur votre apparence physique ou votre aspect ou votre coutume est superficiel puisqu'il ne va pas au-delà de C'est votre clair, enveloppe. tellement Donc, c'est d'accord celui avec qui ça. dit qu'il y est. Tellement d'accord avec Voilà. ça. C'est un truc qui m'insupporte. ça m'insupporte. Je ne supporte pas ça. Je trouve ça nul, en fait. Putain, on est en 2024, quoi. Ouais. Déjà, on fait ce qu'on veut, déjà. Déjà. Et en plus de ça, il y a quand même une petite partie de moi qui me dit qu'en fait, c'est ça. C'est pas une forme de jalousie, mais un petit peu, je pense que les femmes qui jugent encore malheureusement les autres femmes qui sont extrêmement féminines, qui font attention à leur apparence physique, c'est parce qu'elles aimeraient peut-être elles aussi se sentir libres de le faire. Tu vois ? Ça, ou qu'il y a aussi un mal-être en elles de l'ordre peut-être de l'éducation. Elles se sont pris peut-être, elles ont déjà vécu une agression sexuelle, donc elles ont peur, elles repoussent. Enfin, oui, ça peut être plein de choses de l'ordre Bien social, sûr. mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et après, l'idée, c'est pas de pousser quelqu'un à faire quelque chose, ni ses enfants, ni les jeunes filles qui nous suivent. Moi, par exemple, je dis souvent sur mes réseaux, OK, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique, mais je ne prône pas la chirurgie esthétique. J'ai mon histoire avec mes failles et j'étais dans un tourbillon de l'enfer où je ne savais plus comment me sortir. Peut-être que si j'avais fait 194 retraites spirituelles ou que sais-je, j'aurais pu trouver des solutions alternatives. Mais là, j'étais dans une urgence personnelle où vraiment ma santé était en danger. J'avais régulièrement des infections, voilà, c'est hyper dur à dire. Des œsophagites.
Je perdais mes ongles, mes cheveux. J'avais des problèmes digestifs, quand même. Notre intestin est notre deuxième cerveau. Donc, ça, par réaction en chaîne, j'avais des problématiques hormonales. Enfin, j'étais aménorrhée, j'avais plus de règles et tout. Donc, il y a un moment donné, je me suis dit, ça peut pas être pire si je me vois autrement, avec des proportions. Et forcément, si j'avais pas vu ce corps avec des prothèses, peut-être j'aurais continué à croire que je suis disproportionnée et tout. Là, le fait d'avoir remis, entre guillemets, des proportions, je me suis dit, putain, mais en fait, tout ce temps, j'avais peur de ça. En fait, c'est joli, tu vois. Donc, bon, ça a commencé comme ça. Mais après, ça a été un travail de me réalimenter, d'arrêter de me peser, de me sentir bien dans mes affaires, tu vois. Et quand on est heureux dans son travail avec ses potes, ses collaborateurs et tout, c'est vrai que ça n'a plus d'importance. Puis, il y a l'âge aussi. Les dictats ne sont plus les mêmes après. Est-ce que ça t'a aidé justement le fait de développer tes entreprises, de te développer d'un point de vue pro? Est-ce que ça a été pour toi aussi thérapeutique? Ça fait partie du chemin? Ah bah, ça fait clairement partie du chemin. Donc, parce que de cette anorexie boulimie, je vais devenir boulimique de travail. Ah oui, tu crois que c'est lié? Mais c'est complètement lié. Ouais, c'est pour ça que tu m'as demandé en off, mais attends, mais comment tu fais pour faire tout ça? Bah voilà. Je pense que clairement, cette besoin omniprésent de faire, d'être occupé, et au moins il est comblé, et au moins tu réfléchis moins aussi, peut-être. Peut-être je réfléchis moins, et en fait ça comble tellement de choses, mon besoin omniprésent de liens sociaux, de créativité, de challenge. Voilà, je pense vraiment, je suis ce qu'on appelle un vrai TDAH, trouble du dysfonctionnement avec hyperactivité, de l'attention avec hyperactivité. Je l'ai toujours été, sauf que les filles, on est diagnostiquée très très tard. Moi, j'ai été diagnostiquée, j'avais que 31 ans et demi. Mais comment on fait pour se faire diagnostiquer? Alors en fait, il y a beaucoup de croyances sur ce truc. Il n'y a pas vraiment un diagnostic officiel. Il faut aller chez un psychiatre quand même. D'accord. Mais même le psychiatre te dira, comme c'est une tendance de caractère, en fonction de ton humeur, ton nombre d'heures de sommeil, plein de paramètres, tes réponses peuvent changer. D'accord. Mais ce qu'il faut surtout, c'est voir si ça te dérange au quotidien. Parce que sinon, si ça te dérange pas dans ton quotidien, ou si tu vois pas que ça dérange d'autres personnes, ou que les gens te font remarquer quelque chose, tu vis très bien avec. Alors, on n'est pas dans un syndrome avec des symptômes, tu vois. Okay. Mais c'est là où toi, tu te poses des questions. Est-ce que ça peut être des toutes petites choses. Moi, dans mon cas, je suis pas du tout critique. Mais tu vois, j'ai du mal à tenir en place. J'ai du mal à me concentrer. J'ai du mal à trier. Donc, j'ai trouvé des subterfuges pour m'organiser, ou des personnes qui sont plus aptes que moi, et j'ai délégué, tu vois, certaines parties, comme par exemple l'administratif, c'est pas du tout ma partie. Voilà. Qui aime ça, bordel? Mais qui aime Il y a des gens qui aiment. Oui, non, mais c'est incroyable. Où êtes-vous? C'est ça. Comment faites-vous? Écrivez-nous, bordel. Grave. Mais oui, parfois, je voyais que c'était dérangeant parce que, tu vois, je me suis déjà fait larguer pour ça. Tu travailles trop, tu fais trop de choses. Alors, justement, mince, du coup, il faut qu'on revienne aussi sur cette question. Alors, attendez. T'en reviens parce qu'on parlait du pro déjà. Alors, attends, oui, parce que, et je rajoute ma question pour pas qu'on oublie, parce que comme ça, je sais que tu la retiendras. Du coup, effectivement, moi, je veux savoir tout ce que tu as développé. Et comment. Comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui dans tes activités? Et puis, c'est quoi ton quotidien? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu travailles, comme tu le disais, tous les jours, 12 heures par jour, même la nuit, tu te couches tard, tu te couches tôt, tu te lèves tôt, j'en sais rien. Qu'on comprenne un petit peu, c'est quoi tes habitudes, tes routines de vie? Alors déjà, donc, je vais créer ma micro, je vais avoir quelques couacs, même un prud'homme avec un client qui ne va pas me payer pendant 8 mois. Je vous épargne, il y a vraiment beaucoup d'arnaques que j'ai vécues. Pareil, je les raconte dans mon livre, comme ça on ne va pas terminer le podcast dans 3 semaines. Et petit à petit, après une mauvaise association, etc., je vais créer ma SARL. Et rapidement, c'est des groupes comme par exemple Partouche, qui est un groupe de casinos. Donc là, je travaille pour 40 casinos qui vont me demander d'être social media manager. Donc de gérer, alors soit les actualités, et donc de me former et de les former eux-mêmes derrière aux nouvelles tendances, IA, ManyChat, les outils d'automatisation, les choses comme ça. Comment on en arrive à travailler pour Partouche? Comment on arrive à c'est un hasard de ouf. I wanna know. Alors, moi, je m'étais lancée sur Instagram en 2017, mais c'était un peu, on va dire, bancal. Un client me demande de gérer sa page Facebook. Je me rends compte que je suis pas community manager. D'ailleurs, je savais même pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc, je vais me former dans le digital et je vais commencer à poster en parlant de mes TCA, donc mes troubles du comportement alimentaire.
À côté, j'avais une page pro et je voyais bien que tout le monde en n'avait rien à carrer de mon expérience professionnelle et adorait quand je racontais ma vie personnelle. Et là, je comprends la e-réputation, je comprends le personal branding, je comprends le marketing de l'identification. Donc, voilà, là, on est en 2017-2018 et je vais, dans ma tête, me dire, je serai influenceuse. Alors, je ne voulais pas être Maëva Ganam, mais je voulais avoir une communauté. Je verrai plus tard qu'est-ce que j'allais en faire, tu vois. Donc, je vais faire tout un tas de petites choses. Je vais créer le collectif des influenceurs montpelliérains. Au début, on est des petits influenceurs de 4-5 000 abonnés. J'avais oublié un paramètre qui s'appelle le paramètre humain. Donc, dans les groupes, il y a des gens qui s'entendent pas toujours. Donc, en fait, ça n'a pas duré des masses de temps. Et c'est pas grave. Je suis restée, moi, copine avec tout le monde. Mais les gens qui s'entretuaient, j'ai dit, allez, c'est plus la peine de vous parler. Et puis, je faisais des petits placements de produits. Je continuais à faire du graphisme. Je me mettais sur des sites pour aller proposer mes services en ligne. Donc, Star of Service, Cargo Collective, Malte.fr, etc. D'accord. Donc là, j'arrivais quand même à peu près obtenir 2000, 3000 de chiffre d'affaires. J'étais encore en micro-entreprise, donc ça allait. Bien sûr. En plus, j'avais l'ACRE au début, donc j'avais 5%, puis 11%, puis 23% de cotisation. Donc ça m'a permis d'agrandir un peu, on va dire, ça mon cercle de clients. 5%, parce que moi, à l'époque où je me suis lancée, il n'y avait pas 5%. Ah ouais. C'était 11 direct, ouais. Ah ouais, non, moi j'ai eu la chance de 5%. Là. Voilà, la première année, j'étais très contente. Mais toi, tu as eu un plafond plus élevé. Ça, la différence, je pense. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. Et donc, quand j'ai vu que vraiment je dépassais le plafond, c'est là où il a fallu à un moment donné que je crée mon entreprise. Et donc, je continuais. Alors, vraiment, quand je dis 360 degrés, la com, je sais tout, quoi. Ça pouvait être événementiel, tu vois. J'avais travaillé pour McDo, par exemple. McDo, eux, je vais dire vraiment ce que j'ai le droit de dire. En gros, c'était du marketing d'influence subtil. C'est-à-dire que les influenceurs, ils vont dans les restaurants. Ils disent je suis chez McDo, mais on ne parle pas de McDo. Okay, mais comme toute la France connaît le pip, 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 bonjour, quelle est votre commande? Voilà, bon. En fait, la com se fait naturellement. Voilà. Donc, ça va être, par exemple, ça, de la communication influenceur. Ça peut être des trucs complètement ponctuels, par exemple, avec Nashi Argan, qui était une marque qui nous vient du Moyen-Orient, qui avait besoin de s'installer dans le B2B, donc chez les coiffeurs. Donc, j'allais leur proposer de faire des événements d'influenceurs. Plus, on allait axer peut-être soit de l'emailing, soit leur mettre en place un outil de CRM, soit récupérer des leads. Enfin, ça dépendait vraiment du client. De la demande, de la mission. Quoi. Et on en arrive à Partouche. Donc, Partouche, comment c'est arrivé? À l'époque, j'étais associée avec une associée. Ça n'a pas duré longtemps. On est resté associés 1 an. Puis elle est partie à Dubaï. Je suis restée à Montpellier. On était toutes les deux dans un casino concurrent, je ne vais pas dire le nom, qui était au Gros du Roi. Et on avait prévu de signer un contrat d'influence commerciale avec ce client. Et moi, comme d'habitude, je mettais tout dans ma story. Donc en fait, je fais on est bien dans le casino, machin, super, je mets hashtag pro, hashtag business, machin. Et là, ce qui est formidable, c'est là où tu vois que la famille Partouche dans son ensemble, ce sont des génies visionnaires. J'en parle d'ailleurs aussi dans mon livre. Le patron du casino de la Grande Motte, je ne sais par quel moyen, voit notre story et on reçoit un DM avec mon associé. Qu'est-ce que vous faites chez le concurrent? Venez tout de suite chez moi, patati patata. Bon, nous, on fait, mais attends, mais what? Donc, on vient chez lui et il dit, il vous propose quoi? Vous voulez quoi? Vous faites quoi? Vous proposez quoi? Tu vois? Et c'était très... Alors, vous proposez quoi? Donc moi je dis voilà, on a proposé ci, ça. Il dit moi je vous donne 500 € de plus et vous signez chez moi. Donc on signe chez lui, ça commence où on est, on va dire, un contrat d'influenceuse où on aide la community manager parce qu'en fait on a le nez dans le guidon d'Instagram. Donc en fait forcément, qui de mieux qu'un créateur de contenu pour créer du contenu faire de la strat, voir les tendances, faire copain avec les influenceurs pour que ils puissent eux avoir bénéficié d'avantages aussi, c'est-à-dire bénéficier de notre réseau et nos idées pour pouvoir augmenter le marketing digital. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Partouche a quasiment cessé tout ce qui est autres canaux d'acquisition. Donc, on fait très peu d'affichage, très peu de presse. Maintenant, on fait quasiment que du digital. Alors, non, digital dans son ensemble. Marketing, display, campagne, mais beaucoup de marketing, tu vois, digital. Et de fil en aiguille, c'est passé de 1 casino à 40. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai encore un séminaire Partouche dans quelques jours. Est-ce que donc chez eux, tu fais plein de choses. Je suis consultant social media manager. Là, ça me fait peur. Est-ce qu'on aura le temps?
les amis. Qu'est-ce que vous votez? Votez 1 si vous pensez qu'on aura le temps de tout connaître Faudra sur Alice. refaire un épisode. Ou votez 2 si on fait une partie 2. Non, mais sans déconner, parce que là, du coup, c'est une seule partie de ta vie. Oui. Et encore, c'est genre 5%, quoi. Ouais. Ok, mais vas-y, donc, continue. Tu sais comment on a eu partouche, voilà. Comment pour le reste? Pour le reste, moi, j'ai continué. En fait, si tu veux, et si je peux vous donner un conseil à vous, chères auditrices, ce qui peut vous faire évoluer dans votre vie avant votre technique, votre expertise, votre culture, votre confiture, que sais-je encore, c'est votre art de manier l'intelligence relationnelle. Parce que vous ne savez pas qui connaît la personne que vous pouvez rencontrer et comment vous pourriez faire des ponts entre vous. Et la grosse erreur que je vois et que je constate d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, de manière générale, c'est que les gens ne sont pas en capacité de comprendre la puissance de l'art relationnel. Je vais te prendre un exemple tout bête. Ouais. Je suis tellement Un exemple nulle, moi, mais là-dedans. complètement bête. Je suis sur Insta. À l'époque, je travaillais pour l'ICEM, c'était un institut de médecine esthétique. J'étais CM. Bon, Ok. je faisais du community management. J'en ai fait quelques temps, du community management. Puis après, j'ai pris des community managers dans mon entreprise parce que j'avais plus le temps. Bref, là, c'était, je sais plus, je crois que c'était fin 2018, début 2019. Donc, j'étais à peine, je devais avoir 5000 abonnés. Enfin, je n'étais pas du tout encore créatrice de contenu, comme on peut le voir maintenant. Et il y avait un mec qui arrêtait pas de me draguer. Il me draguait, était chiant alors que j'étais en couple, tu vois. Et puis, à un moment donné, je dis, tu veux quoi? Il me dit, viens, on s'appelle. Je l'appelle. Et il me dit, bah, moi, je suis ténor à l'opéra, je sais plus où, Paris, enfin bref. Puis il arrêtait pas de me draguer. Je lui dis, écoute, je suis pas intéressée. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de faire des connexions business. Donc, si un jour tu as du business pour moi, viens, on s'appelle. Puis il m'avait saoulé, donc je l'avais bloqué pendant des mois et des mois, tu vois. Et un jour, je me rappelle de ce mec ténor, tu vois. Je le débloque. On se rappelle, on refait ami, tu vois. Et bon, et lui, il avait arrêté de me draguer. Je crois qu'il avait une meuf depuis ce temps. Et lui, de fil en aiguille, il va me présenter une femme qui s'appelle Audrey Tcherkov, parce que donc, un autre volet de mon activité, c'est d'accompagner des personnalités ou des chaînes de télé comme BFM à lancer des personnalités sur le digital parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc typiquement, Audrey, elle n'a pas le temps parce qu'elle est déjà associée à Jacques Attali dans la positive économie. Elle était, je crois qu'elle l'est plus, mais elle était présidente du Women's Forum. Elle est tout le temps appelée à droite, à gauche parce qu'elle est marraine de je sais pas quoi. Là, elle a fait le site d'action aussi. Et en plus de ça, elle présente sur BFM TV, en plus d'être actionnaire dans l'industrie de la perle noire au Qatar. Donc, elle n'a pas trop le temps de penser à ses stories. Donc c'est quoi, t'es agent de talent, c'est ça? Alors, je vais plus je la conseille, si tu veux, dans sa stratégie digitale. Par exemple, avec qui tu vas faire un podcast, avec qui tu vas faire un cross-post et tout. Okay. Et j'essaye de temps en temps de l'aider sur la création de contenu, mais vraiment, j'ai pas toujours le temps. Donc, parfois, elle passe par des vidéastes comme Alix de Studio Molière, etc. C'est des exemples. Et donc, Audrey était un contact de Jessie. Jessie va finir... Donc, Jessie, ce ténor chanteur qui voulait me draguer, que machin. Jessie parle de moi à Audrey un soir, puis Audrey, elle voit mon compte Instagram, elle dit « Oula, c'est quoi cette bimbo? Ça m'intéresse pas. » tu vois. Elle va laisser un an passer et elle va se rendre compte que tous les CM qu'elle a pris jusqu'à maintenant et qui lui coûtent 3000 balles par mois ou 2000 balles par mois lui ont rien amené. Parce qu'ils ne s'adaptent pas à Audrey. L'idée dans la com digitale, c'est pas tant de faire des chiffres ou du résultat. Il faut faire quelque chose qui ressemble, qui plaît à la personne, mais surtout qui ressemble au potentiel futur abonné qui va se reconnaître en Audrey. Et c'est difficile de se reconnaître en Audrey parce que qui est dans les 40 femmes Forbes, 40 femmes les plus influentes de France, Le Parisien, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'elle marche super bien dans les groupuscules des 1%, on va dire, ce que j'appelle les 1%. Mais sur Instagram, qui parle au mass market, c'est compliqué. Surtout que les gens, ils s'arrêtent juste à « elle est présentatrice de BFM Business ». Mais ça n'a rien à voir. Audrey, c'est une des femmes qui a fait les plus grosses levées de fonds dans l'histoire des femmes en France. Donc, on parle de quelqu'un qui pèse dans le game. Mais bref, fermeture de parenthèse. Donc Audrey se dit, c'est quoi cette bimbo? Mais non, mais t'es fou, Jessie, c'est pas Alice Cat qui va gérer ma com et tout. Finalement, on se voit, on se rend compte, et elle aime bien mon côté nature peinture. Puis moi, je lui raconte pourquoi j'ai fait de la chirurgie esthétique, pourquoi je suis blonde, pourquoi il faut vraiment pas qu'elle me prenne dans le lot, quoi. Je suis pas Maëva Guénam. Excuse-moi, Maëva. Vraiment, prends pas la gueule, même. Je suis pas Maëva. Je parle pas comme africation, là. Tu sais, quand ils font des tchè. Tu connais le terme africation? Africation, c'est de mettre des tchè. Ah, d'accord. Okay. C'est un terme du sud de la France. Ok. Et voilà, bref, je ne fais pas de tchè. Désolée, djangerie, ça, ils aiment pas trop les 1%. Voilà, si vous voulez changer, atteindre les 1%, n'hésitez pas à prendre un coaching. Ce n'est pas moi, mais voilà. Et du coup, je recontacte Audrey et... non, elle me recontacte, pardon. Elle me dit, écoute Alice, ça va pas, je paye les gens, j'arrive pas à monter, ils comprennent pas. Je dis, écoute, tu sais quoi? Donc là, on en revient à ma démo sur l'intelligence relationnelle. Je vais t'aider et ça te coûtera 0.
Elle me dit, hein? Quoi? Je dis, oui, moi, ça m'intéresse pas de prendre ton argent. Moi, je veux prendre ton expérience, ce que tu as à m'apporter. Parce que pour moi, quand je vois une femme comme ça, mais je suis tellement plus riche de tout ce qu'elle va m'apprendre, de tout ce qu'elle va me donner comme tips, parce qu'elle a des tips auxquels j'aurais jamais accès. Tu vois, quand tu as été actionnaire dans l'industrie de la perle noire au Qatar, si tu veux, et que en plus elle a travaillé dans le luxe, elle connaît les plus grands dirigeants d'Asso, Carrefour, etc. Mais elle a énormément à m'apprendre. Ça n'a pas de prix. Ça vaut les études d'Harvard. C'est pas à moi, c'est limite à moi de la payer. Tu vois, c'est pas à moi de la facturer. Donc elle dit putain, c'est hyper smart et tout machin. Donc, bon an, mal an, on commence notre aventure. Et elle va commencer à m'inviter au BFM Awards, me présenter les gens. Elle va commencer... je vais aller à Cannes. Et elle m'a dit, il faut absolument que je te présente machin. Et elle est hyper smart parce qu'elle est OK. Elle me dit, Alice, il faut que tu rencontres cette personne. Il faut que... Et donc, c'est du donnant-donnant. Et parfois, on s'arrête à, tiens, qu'est-ce que je pourrais facturer? Tiens, qu'est-ce que je pourrais... Mais plutôt, positionnez-vous dans qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un. Et pas lui prendre. Donc moi, j'ai dit à Audrey, moi, je vais t'apporter tout ça. Je vais t'offrir. Il y a même des trucs que je vais payer moi-même, des ads, des campagnes ads, des choses comme ça. Je vais payer mes déplacements pour venir la voir au maximum quand je le peux et tout. Mais je veux qu'elle soit heureuse, en fait. Parce que quand elle est heureuse, elle me recommande, tu vois. Et ça n'a pas de prix. Et à l'inverse, elle est contente, elle prend pas de risque. Enfin, le risque, il est quasiment nul. Non, complètement. Et donc, l'intelligence relationnelle ne s'arrête pas là. On est à une soirée de BFM Awards de décembre dernier. Il y a plein de monde. Il y a du beau monde. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, Dassault, Airbus, Air France, machin. Il y a Alice, la maîtresse du chihuahua de TikTok. Et, est-ce que tu es toujours avec ton chien? Non, là, au BFM, je l'avais pas pris. Mais j'aurais pu, mais là, le problème, c'est que j'étais hyper chargée parce qu'il fallait que je fasse des contenus aussi pour Audrey. Il fallait qu'on prenne un max, parce que même pour elle, c'était intéressant pour sa com. Et on part de cet événement. Et en fait, il faisait super froid. C'était sous la pyramide du Louvre, l'événement. Et donc, on sortait du Louvre et on attendait les taxis. Et je grelottais. J'avais les genoux qui tremblaient, etc. Et devant moi, il y avait une femme qui était pareil. Et donc, Audrey, elle me dit, bon, écoute, Alice, essayez d'attendre le taxi. Moi, elle avait déjà quelqu'un, je crois, qui l'attendait. Et on rigole avec la fille devant moi. Vous aussi, vous êtes en galère. Il fait super froid. Moi aussi. Vous allez où? Elle me dit, moi, je vais à la gare de Lyon. Je dis, moi aussi. Et elle me propose, alors qu'elle était devant moi, de monter dans son taxi. On discute parce que moi, j'ai archi la tchatche. Et je me dis que l'univers ne m'envoie pas des personnes par hasard. Et elle me dit, alors, vous faites quoi dans la vie? Alors, je lui fais un podcast en entier. Dans tout le trajet du taxi, la pauvre, elle va avoir la tête comme une citrouille. Et moi, je dis, et toi, du coup, on se tutoie. Je dis, et toi, tu fais quoi? Elle dit, moi, je bosse pour mon mari. Je dis, ok, trop cool. Et il fait quoi dans la vie? Elle dit, mon mari, c'est David Douillet. Je dis, ok. Donc, tu vois, pourquoi il faut absolument aller parler aux personnes et tout. Et donc, elle me raconte tout ce qu'elle doit piloter pour son mari, qui est quand même la personnalité préférée des Français 2 années consécutives. Qui gère quand même, là, il est ambassadeur des JO. C'est quelqu'un qui est très demandé. Et derrière ce grand homme, il y a cette grande femme qui s'appelle Vanessa Douillet et que j'ai trouvée tellement simple, tellement intelligente et qui, elle, comme moi, elle a l'intelligence relationnelle. Et depuis, on se fait des petites passes. Tu vois, elle a besoin, j'ai besoin. Tu vois, et c'est ça. C'est trop fort. Faut pas se fermer. Il faut que tu m'apprennes ça. Ouais. Parce que franchement, s'il y a un truc, et tu as tout à fait raison, c'est la première fois, je pense, qu'on en parle dans un épisode. Et franchement, je sais pas si tu en parles dans ton livre, mais je trouve que c'est un putain de sujet. Mais je vais réécrire un livre sur ça, je pense, en entier. Il y a un vrai besoin. Tu vois, moi, par exemple, je suis hyper sociable. Moi, c'est le monde des bisounours. Donc, je suis complètement à l'ouest parfois, tu vois. Et avant, quand j'étais en CDI, et que je me retrouvais, tu vois, j'avais quand même un gros poste, je me retrouvais à rencontrer des gens qui pouvaient être importants, etc. Et mon boss ne comprenait pas pourquoi j'étais toujours la même personne, jamais stressée. Mais tu te rends compte ou pas qu'on va avoir un meeting avec telle ou telle personne? Et en fait, je pense que mon cerveau, des fois, tu sais, il comprend pas. Pour moi, c'est on n'est pas tous au même niveau, mais tu vois ce truc. Et du coup, j'ai pas ce truc de me dire, ok, cette personne, elle peut connaître tant, elle a ça. Je suis une bille, je pense, réellement. Je suis une bille en relation. En fait, ton niveau relationnel, il va être au niveau de ton estime de toi-même. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire de la groupie, genre waouh, il y a Michael Jackson, waouh, il y a Macron. Il faut te dire, par intelligence relationnelle, pas waouh, tiens, si je me prenais en selfie, ça va faire genre je suis. Ça, c'est typique des soirées parisiennes, tu sais, les gratteurs là, par intérêt. Non. Tu vois une personne, tu réfléchis à comment, si votre synergie se faisait, vous pourriez vous apporter mutuellement. Ça s'appelle de la négociation win-win. C'est un livre sur la négociation que mon père a fait, qui était best-seller. Mon père était prof à HEC et vice-président de Thales. Bah oui. Et donc, il faut toujours penser en win-win. Et encore aujourd'hui, tu vois, là, je l'ai vu quand tu m'as invité dans ton podcast, c'est du win-win.
j'ai autant à t'apporter que tu as à m'apporter. Ça, c'est intéressant. Mais combien d'entrepreneurs je vois qui, quand on va dire, ils pètent, ils explosent, ils oublient d'où ils venaient et ils oublient, on est d'accord ? Oh là là. Et ils oublient qu'à un moment donné, quand on est en haut, on peut redescendre. Donc, attention à ne pas trop prendre pour acquis ce qu'on a. Et Tellement attention à ne pas se limiter à des critères inutiles comme le nombre d'abonnés ou encore le nombre de visibilités ou encore les contacts en commun, etc. Chaque personne, de par son histoire, son expertise et tout, elle peut énormément vous apprendre. Donc, pour le savoir, il suffit juste de faire preuve d'écoute active. Et moi, j'ai souvent... Alors, excusez-moi les personnes qui m'envoient des DM, je ne peux pas répondre à tous les DM, mais il y a quand même une grande partie où j'essaye volontiers, même si la personne n'a pas un gros nombre d'abonnés. T'es quand même super réactive. Ouais, je suis réactive. Ouais. J'essaye. Hallucinant. Mais voilà, mais bon, parfois ça arrive que ça passe à la trappe et tout, et enfin, je m'excuse Bien vraiment. Parce qu'en plus, comme j'ai un compte créateur, forcément, toi, tu vas être mise en avant dans les demandes, tu sais. Mais parfois, je suis navrée vraiment pour les personnes qui ont moins de 1000 ou je sais plus combien est la jauge, mais les personnes qui ont moins de 1000 abonnés. Je m'excuse par avance si je vous réponds pas, c'est que j'ai pas vu, c'est qu'il y a eu trop de demandes. Donc, n'hésitez pas à faire des petits up. Bref, j'analyse toujours qui me demande quoi pour essayer de comprendre comment on peut faire des synergies. Par contre, je déplore les personnes qui ont cette approche. Salut Alice, j'ai une marque ou j'ai une association, est-ce que tu pourrais partager ça dans ta story ? Erreur j'ai tellement fatale. de messages comme ça, c'est horrible. C'est horrible. Erreur d'intelligence relationnelle. Apportez, par exemple, si vous voulez contacter Sandra, apportez-lui des optimisations, des idées, des choses qu'elle pourrait utiliser qui vont l'aider. Et de cette aide que vous lui apportez, parce que vous savez que vous avez potentiellement une synergie, mais que vous n'êtes pas intéressé, vous savez que potentiellement ça peut ne pas vous apporter en retour, que peut-être Sandra ne travaillera pas avec vous, mais cette action que vous aurez fait envers Sandra vous amènera peut-être une autre action. Et ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Vous l'appelez comme vous voulez, loi d'attraction, karma. Vous pouvez être plus cartésien et appeler ça juste du positivisme, du stoïcisme, ce que vous voulez. Mais l'action que vous allez faire avec un tel, elle va se répertorier dans votre réalité à un autre moment. Donc, essayez vraiment de réfléchir à ce que vous pouvez apporter aux autres au lieu de gratter. Tellement vrai. Les gratteurs ne restent pas longtemps là-haut. Non, c'est clair. Mais tu vois, bon, malheureusement, on n'a pas le temps de creuser encore. Non, mais j'adore. Franchement, je suis trop contente qu'on parle de ça. Je trouve que c'est tellement intéressant, tellement important. Et tu vois, tu peux être à n'importe quel niveau, on va dire, d'un point de vue business. Moi, je le vois, j'ai pas évolué en fait sur ce. Alors, on va dire que j'ai plus de relations parce que je reçois beaucoup de monde, etc. Mais je n'en fais rien. Et pourtant, franchement, j'ai beaucoup de relations. Je connais pas mal de monde, mais j'ai toujours peur. Tu vois, tu parlais de l'estime de soi, de ce truc-là. On va dire que c'est pas un problème d'estime de soi, mais c'est plus j'ai peur. Je ne veux pas avoir la sensation d'utiliser les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne supporte pas ça déjà. Je ne supporte pas que les gens parlent aux personnes par intérêt. Ça m'insupporte. Donc, je ne le fais pas. Mais par contre, je sais pertinemment que je pourrais utiliser mieux ces relations, en faire quelque chose de mieux, tu vois. Et ben, si tu as peur de ça, pense, par exemple, la prochaine fois que tu reçois quelqu'un dans ton podcast, anticipe tout ce que tu pourrais lui apporter. Exemple, je sais pas, tu reçois un auteur ou un réalisateur et tu sais que toi, tu connais une RP sur Paris, tu connais plein de gens, en tout cas, qui pourraient apporter à cette personne. Et tu lui proposes, alors, gratuitement, je sais qu'il y a des gens qui font payer leur contact, tu leur dis, bah, moi, j'ai pensé à toi, il y a peut-être ça qui pourrait en plus t'aider dans ce que tu expliques ici dans mon podcast, tu vois. Les gens, ils oublieront pas. Alors, tu vas tomber sur les 5% de connards ou les 95% qui méritent, on va dire. T'as toujours 5% d'ingrats. Ça peut monter à 15% selon les villes, de mon expérience. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, même cette bonne action et ce contact que tu auras donné, il te sera récompensé autrement, crois-moi. Donc, je peux pas t'expliquer pourquoi. Je suis même pas baptisée, tu vois, je peux pas t'expliquer, mais en tout cas, ça marche. C'est incroyable. C'est peut-être un coup de chance, c'est peut-être un coup d'énergie, c'est de l'énergie que tu vibres, bref. Mais toujours est-il que de cette action où tu vas donner à cette personne du plus que ce qu'elle attendait, eh ben, tu le sais pas, mais peut-être qu'elle va dire, mais bah, c'est marrant ce que tu me dis, parce que moi, j'ai pensé à quelque chose pour toi. Et comme toi, tu auras l'intelligence relationnelle, et elle l'aura peut-être enfouie, elle n'osera pas te donner. Il faut bien qu'il y en ait un de vous deux qui commence. Tu vois, si vous commencez pas, qui va le faire, tu vois? Et moi, je commence toujours comme ça. C'est vrai. Mais peut-être que je prends pas le temps aussi. C'est ça le truc, tu vois. Peut-être que tu n'as pas le temps aussi. Ça peut être autre chose. Je te rejoins sur un point, c'est que moi, ma vie, c'est un peu ma tête, c'est un peu un bordel organisé, tu vois. Je suis quelqu'un de très créatif. J'ai qu'une envie, c'est de créer. Là, j'ai mis un gros stop cette année en mode, ok, stop, focus, parce qu'il faut quand même faire les choses intelligemment au bout d'un moment. Arrête de t'éparpiller.
Moi, tu peux me demander de faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Je dis pas de problème, mais j'arrive. Tu vois, j'ai pas peur. J'y vais. Les expériences nouvelles, j'adore. Mais là, j'ai décidé cette année de focus. C'est vraiment cette année pour moi, c'est focus. Bref, pourquoi je dis ça? Du coup, je ne m'en rappelle plus. Mais du coup, c'est vrai que je ne prends pas le temps d'imaginer des. Alors si c'est pas vrai, tu vois, je vais imaginer des synergies. J'adore aider, j'adore donner des contacts. Tout le temps, je mets en relation, je truc, je machin. Alors moi, en plus, j'adore ça. Ça me Et fait t'arrives super à te plaisir. rappeler des contacts que t'as donnés? Pas du tout. Ah. Faut quand même que. Alors, faut que tu fasses les choses de bon cœur, mais rappelle-toi. Juste, tu te rappelles pas juste, ah tiens, celui-là, il me doit tant. Juste rappelle-toi des actions que tu as générées. Ah ouais, non. Voilà. Essaye de. Bon, pas tout, tu vois. Mais c'est important que tu te conscientises aussi que c'est OK d'honorer sa bonté. Tu vois, les gens, ils veulent être dans une bonté hyper modeste et dire non, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Tu as fait un acte de générosité. C'est bien. Après, tu n'attends rien en retour, mais tu l'as fait. Donc, il faut que tu sois fier de toi de l'avoir fait, tu vois. Il faut que tu captes cette générosité en toi, pas pour te la péter, mais pour que tu te rappelles que tu es une personne bien dans les moments difficiles, tu vois. Parce que c'est quand même alors c'est des petits efforts, mais ça reste un Bien effort, sûr. tu vois. Ouais. Après, Voilà. t'as raison. Pour moi, je crois que c'est même pas un effort. Tu vois, je pense que c'est naturel. En fait, comme j'attends rien, on va dire, j'attends rien, en fait. Et, oui, et du coup, comme tu n'attends rien, le jour où toi, tu as besoin, mais que tu as oublié ce que tu as donné, c'est OK aussi de demander de l'aide. Alors, par contre... Ah, tu demandes de l'aide? Aucun problème. Bon, bah alors tu le fais spontanément, aucun problème. ça va. J'ai toujours fait, même quand j'étais no mais parce que t'es saine. Voilà. Quand t'es sain et que tu donnes volontiers, tu demandes de l'aide volontiers. Moi, c'est pareil. Voilà. C'est pareil. Je me pose même pas de questions. Tu vois, j'ai besoin d'infos. Ah, ça, c'est super ce qu'elle fait. Je vais lui demander quel contact est là, quelle personne est Très utilise bien. pour faire ça. Ça, c'est chouette. Aucun problème. Mais je pense quand même qu'il y a quand même d'autres choses. Pour moi, c'est une compétence, tu vois. Travailler son réseau, etc. Et je trouverais ça effectivement très... Demain, t'écris un livre sur ça, j'achète. c'est sûr et certain. Mais on s'est un petit peu éloigné du sujet. Je recentre, je me permets. Avec plaisir. Quelles sont tes autres activités, Alice? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vu que tu avais accompagné des centaines de femmes. Ouais, bah c'est ça que j'allais dire. Voilà. Donc, j'aimerais comprendre comment tu as développé ça, où ça en est aujourd'hui. Donc, tous mes métiers de terrain que j'ai exposés tout à l'heure, donc social media management, chroniqueuse télé, etc., j'en passe. Mais mon dada, c'est de coacher les gens à se développer sur les réseaux sociaux parce que moi, les réseaux sociaux cumulés à l'intelligence relationnelle, les deux ensemble, ont permis tout ça. Tu vois. Et c'est pour ça, en fait, qu'au départ, c'était un peu un hasard d'ailleurs, c'est parce que j'ai commencé à coacher des petites boîtes dans des French Tech, donc c'était du présentiel. Donc j'étais à la French Tech de Laval, par exemple, où là, il fallait former des employés. Donc c'était des entreprises qui me commandaient la formation. Entre-temps, j'ai commencé à faire des formations en présentiel auprès de personnes qui voulaient devenir soit créateurs de contenu, soit community manager, et se spécialiser particulièrement sur Insta. Puis entre-temps, j'avais commencé à penser à le mettre en ligne et j'avais procrastiné, j'avais pas le temps et tout ça. Et Covid arrive. Covid-19. Covid-19 arrive et j'ai mon mentor à ce moment-là, Fabien Prêtre, fondateur de Easy Flyer, racheté par Vistaprint, une tête à 54 millions, qui... On voudrait bien avoir des mentors comme ça. Mais attends, mais comment je l'ai eu encore? Voilà. Instagram, débilité, intelligence relationnelle. Donc, je fais la débile sur Instagram, pro de cacahuètes, PDCL, c'est ma marque de fabrique. C'est pas vrai. Si. Et ben moi, les grands patrons, je les connais bien, parce que mon père aussi, il en a été un. Les gens ne supportent pas les gens qui se donnent un genre. Tu vois, il y a un moment donné, soyez naturel aussi. Parce que quelqu'un qui vient pas d'un milieu et qui essaye de faire partie d'un milieu par le superficiel ou l'attribut ou l'attitude, ça se voit. Alors que moi, je venais plutôt d'un milieu aisé. Mais j'ai toujours été nature peinture. Et donc, je me suis retrouvée avec ce Fabien Prêtre, mon mentor, qui débarque devant ma story, qui dit « Mais j'aime bien ta mentalité, t'es marrante, j'aimerais que ma fille elle fasse un stage chez toi. » Sa fille débarque, fait un stage chez moi, sauf qu'il vient avec elle. Il voulait, je pense, il était loin d'être bête. Tu n'es pas bête, Fabien. D'ailleurs, il fait une intervention dans mon livre. Mais bref, accessoire. Et il me dit « Mais attends, ce que t'apprends à ma fille là sur le digital, c'est de l'or en barre. Tu dois... faire en sorte que cette formation soit digitale. » Et ça tombait à pic, puisque ce moment-là où il y a le stage de sa fille, ça tombe en même temps que le Covid. Donc, je vais faire ma première formation. C'était hyper bricolage. J'avais fait mes slides toute seule. J'avais pas trop le time avec toutes mes activités. Mais le plus important, de toute façon, n'était pas la forme, c'était le fond. Et je vais avoir un effet boule de neige organique. C'est-à-dire que je demande des témoignages à mes élèves. Ça me ramène des élèves. Tu vois, je commence à 10, 15, 20, 30 000 euros par mois de formation. Et en plus, comme moi, mon objectif numéro 1 était que les gens ne payent pas de leur poche, parce que je savais où est-ce qu'ils étaient, comme moi j'avais pu l'être, en galère.
j'ai demandé à pouvoir passer les certifications Calliope, etc., pour que soit les entreprises passent par les OPCO ou toutes les aides qui existent, donc AFDAS, AGFIS et j'en passe, il y a plein de choses parce que la formation est un droit en France, il faut le rappeler. Vous avez le droit de vous former, ça aide l'économie à s'améliorer. Hein. C'est pourvu et compris dans les mandats des présidents. Donc voilà, et moi en parallèle, il y avait les salariés et les fonctionnaires aussi qui avaient leur compte personnel de formation ou leur compte de formation personnelle. Il y en a 2. Voilà, donc il fallait que ça puisse passer, sauf que Instagram ne passait pas. Donc, il fallait créer une formation création d'entreprise et offrir la formation Instagram. Ouais. Mais c'était OK parce que nous, on avait vu avec l'avocat, on avait eu des contrôles avec la DGCCRF, avec la Caisse des dépôts, etc. Moi, je veux pas avoir de problème. Je paye mes impôts en France, mes structures sont en France. J'ai pas de compte conto. Je suis à la Société Générale. Tout est traçable dans mon cas. Donc, il fallait vraiment que tout soit clair avec... En plus, je suis obligée d'avoir un commissaire aux comptes en plus d'un comptable parce que quand tu as des ventes de formation. À l'époque, mes formations n'étaient pas assujetties à TVA. Il faut quand même prendre un commissaire aux comptes parce que du coup, comme il n'y a pas la TVA sur la formation, il faut pouvoir tout tracer. Donc, tu fais un bilan pédagogique et financier. Bref. Voilà. Entre-temps, je raconte beaucoup de détails. Entre-temps, il y a eu la crise Bouba-Berda. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que ça vient foutre ici ? C'est récent en plus, ça. Voilà. Entre-temps, il y a eu la crise Bouba-Berda. Et donc, c'est parti dans tous les sens. C'est-à-dire que les aides à la formation, t'avais des mecs qui vendaient formation NFT, CPF, formation crypto-monnaie, CPF. Bah oui, ils ont fait un petit... Scandale. Bah, c'est sûr, oui. Et donc, moi, le problème, c'était que je ne voulais pas être associée. Parce que comme j'étais quand même influenceuse à côté, enfin, ce qu'on appelle influenceuse, c'est-à-dire que j'avais des abonnés, j'avais peur qu'on m'associe à ces influenceurs qui font du CPF, machin. D'autant plus qu'à l'époque... Maintenant, on ne se parle plus. Mais à l'époque, on se connaissait avec Magali Berda. Donc, comme je savais que Bouba regardait mes stories, j'avais pas envie d'être... Donc, comme dans à le côté, game, Alice. Oui. Donc, voilà. Donc, j'avais pas envie de me prendre la piraterie. J'avais envie de pouvoir sortir de chez moi. Donc, après, l'avantage, c'est que moi, il y avait eu 0 casserole sur moi. Mais dans le doute, comme j'avais plein d'autres métiers qui m'allaient, je me suis dit, on va attendre que ces histoires passent. J'attendais la nouvelle loi du 9 juin de Bruno Le Maire pour que tout se structure. C'est-à-dire entre l'influence, les réseaux sociaux. Parce que moi, je formais aux réseaux sociaux. Donc, il fallait aussi que juridiquement, mes élèves, ils soient carrés, tu vois. Et donc, tout c'est mis nickel et j'ai repris la formation au carré l'année dernière. D'accord. Voilà. Et là, nickel. En plus, moi, je travaille avec la CCI maintenant. Je travaille. On a des liens directs avec la Caisse des dépôts. J'ai été en lien direct avec les 2 femmes qui ont été invitées à l'Assemblée générale, qui ont les pages Vostar en réalité et Stop Arnaque, qui avaient dénoncé les dérives et tout. Donc, moi, de mon côté, je suis Kleenex. Je n'en doute pas. Donc voilà, mais tu vois, comme j'avais pas... Enfin, moi, la formation, je la faisais vraiment pour apporter du plus à la vie des gens. Mais si c'était pour que moi, je me prenne une vague parce que ils font des amalgames, je connaissais Magali Berda, j'avais peur, tu vois, d'être prise dans une sauce que je voulais pas. Je suis pas prête à tout pour mon business, tu vois ce que je veux dire ? On est d'accord. Je réussis bien ma vie à côté. J'adore donner des formations et c'est ce que je préfère. Mais si demain, je veux arrêter, je peux arrêter. Ouais. Voilà. Oui, c'est pas ton... Puis c'est peut-être... Est-ce que c'est le cœur de ton business ? C'est le cœur de mon business en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Mais je ne vis pas pour mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, bon, déjà, moi, ça y est, j'ai remboursé ma maison, enfin, j'ai plus de frais, quoi. Tout va bien. Donc, je vis plus que pour le plaisir maintenant. Donc, c'est soit mes élèves, ils sont heureux, je suis en règle juridiquement, mes impôts, tout va bien, mon bilan pédagogique, il est nickel, les témoignages, ils sont top, mes avis, formations, ils sont top. Et tout va bien. Si, en ce moment, il y a une situation qui est un peu bancale, il y a des scandales en cours, les Français faisaient n'importe quoi, ils appelaient les gens au téléphone pour leur dire bonjour, vous avez une carte vitale, vous voulez un truc CPF, mais c'est interdit la prospection. CPF, c'est interdit. Je n'appelle pas les gens comme ça. C'est n'importe quoi. Donc moi, je préférais attendre que tout soit propre pour recommencer proprement. Ok, très clair. Alors, comme vous le voyez, Alice a beaucoup de choses à raconter et j'en suis très heureuse. Je préfère largement ça plutôt que d'aller chercher, puiser les informations. Mais clairement, il nous reste, 5-10 minutes top chrono. Ok. 5-10 minutes. Voilà. Petite question que je t'ai pas posée. Ouais. Est-ce que tu es capable de partir en vacances ? J'aime pas les vacances. Après, je pars en vacances, mais j'optimise mon temps. Ouais. Création de contenu, séminaire. La dernière fois, on était à Marrakech, j'ai fait 2 séminaires. On a fait séminaire création de contenu, séminaire réseaux sociaux et conférence dans le désert d'Agafay.
Ces séminaires-là, ces conférences, c'est toi qui les organises ou c'est des organismes qui te font participer? Alors, ça dépend. Là, il y en avait un qui était organisé par une amie qui m'a pris comme coach. Et l'autre, on était en co-organisation avec des amis. Donc, Laurine Bemer sur LinkedIn et Riri Keto, qui fait de la keto. Voilà. Ok, donc elle ne s'arrête jamais, clairement. Tu nous as pas parlé tout à l'heure, je t'avais posé une petite question sur ton quotidien, ton rythme de vie. Ah, alors ne prenez pas exemple. Non, mais c'est bien, justement, si tu peux déconstruire un petit peu. Non, franchement, alors moi, j'ai rien de l'entrepreneuse parfaite, un morning routine. Tu te lèves pas à 6h du matin? Pas du tout. Je me couche à 6h du matin. Non. Si. Souvent, Non. Souvent. Je suis. Non, mais réellement? Ouais. Je fais partie des oiseaux de nuit. Tu fais Ma quoi la nuit? créativité commence de Tu travailles la nuit? Ouais, j'attends que les gens dorment en fait. Et pourquoi t'as pas l'air fatiguée alors? Parce que je me couche tard. Je me lève tard. Si je me couche à 6h, je me lève pas à 7h. Tu imagines bien. Si je me couche à 6h, je me lève au moins à 11h, tu vois. Au minimum. Après, je dors très, très peu. Ah ouais. Mais depuis petite, ça. En fait, moi, j'ai un sommeil qui est très profond, très réparateur. Je ne suis jamais emmerdée pour pisser par un bruit, par un bébé. Moi, quand je dors, je dors. Ça, c'est incroyable. C'est un bonheur. Ah ouais. Donc, je condense, en fait. Ah ouais, vraiment. Là, ce matin, je me suis réveillée. Tu vois, je m'étais couchée vers 3h. De moi-même, j'ai ouvert un œil vers 8h30. Propre. Je suis allée promener le chien. Incroyable. Propre. Incroyable. Tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien dans les questions de routine. C'est qu'en fait, toutes les personnes n'ont pas ce truc, comme tu dis, de routine de vie complètement incroyable, etc. Non, pas du tout. Bien que ça corresponde à beaucoup de personnes, toi, c'est carrément rien à voir, quoi. Non, moi, vraiment, il n'y a pas un bol cake tous les matins avec un petit smoothie à l'avocat. Non, pas du tout. Moi, c'est café. J'ai pas une hygiène de vie à l'américaine, genre Miami et tout ça, non. En fait, moi, j'essaye de m'écouter. J'écoute ma pulsion créatrice. C'est-à-dire que si je sens que c'est maintenant et qu'il faut que je travaille toute la nuit parce que là, je sens que je suis tranquille, j'ai personne qui me parle et tout, et que je sens cette énergie en moi, je vais le faire. Si je sens que je suis épuisée, c'est pas grave. Ok, je coupe. On reprendra. Je veux pas arriver au burn-out. Ça m'est jamais arrivé d'ailleurs d'avoir un burn-out et je crois que c'est la chance que j'ai parce que je vis de ma passion. Et au-delà de ma passion, j'ai pas vraiment de règles à part les miennes que je m'impose. Et comme je suis assez à la one again, a bliss to fly, ça m'aide beaucoup à pas tomber dans l'hyper-perfectionnisme. Je ne suis pas perfectionniste du tout. Et je crois que d'ailleurs, ça aide à ne pas tomber dans le burn-out. Voilà. Ouais. Et le fait aussi d'être très extravertie et un peu fofolle, ça me permet d'extrapoler. Aucun rapport, excusez-moi. Extrapoler. Alors, j'extrapole énormément. Oui, j'ai du vocabulaire, je le sors de temps en temps. C'est genre juste pour que vous puissiez jouer au Scrabble. Donc je l'extrais, pardon, pour que voilà, ça sorte tout ce qui pourrait être, tu sais, qui pourrait être enfoui, qui ne me met pas bien. Je me lâche. Et je vois bien que ça me fait du bien. Parce que du coup, je rigole toute la journée. Tout le temps, je ris. Je ris pour ceux qui ont la ref, Amazon Prime. et enfin voilà, la vie est un jeu. Et donc quand c'est un jeu, rappelez-vous, quand vous étiez enfant, et ben quand vous jouiez, vos parents étaient obligés de vous dire bon allez ça suffit maintenant, faut arrêter de jouer. Et ben voilà, c'est pareil pour moi. Et après, et ben j'ai pas de vie pareil. J'ai quand même des personnes qui m'aident au quotidien. Je ne fais pas tout ça toute seule. T'as une équipe? Du coup, j'ai plusieurs personnes. Alors, c'est plusieurs équipes parce qu'ils ne sont pas des mêmes sociétés. J'ai une équipe pour la formation qui m'aide sur le volet administratif, gestion et back-office. J'ai une assistante. J'ai, quand je fais des events, une personne qui est chargée des événements. J'ai un copywriter qui m'aide sur LinkedIn. Parce que donc, je fais tous les sujets et tout, mais parfois, je n'ai pas le temps de répondre à tous mes commentaires LinkedIn et tout, c'est juste impossible. J'ai 2 CM qui m'aident, alors pas à poster sur Instagram, parce que ça, c'est rédhibitoire, c'est moi qui le fais, mais qui m'aident à créer les contenus, les tournages et tout ça. Et de temps en temps, en ponctuel, je prends vidéaste et tout ça. Mais sinon, je ne m'en sortirais pas. Je serais folle. Ah, mais clairement. Je serais folle. Voilà. Okay. Et j'ai un alternant qui va bientôt partir. Coucou Thomas. Bon, bah c'est bien, t'es bien entourée, c'est important. Ouais. Super. Est-ce qu'on peut parler de ton petit doudou qui était sur mes... Alors j'avoue, peut-être que vous allez me trouver un peu plus déconcentrée que lors des autres épisodes, mais franchement, je vous mets au défi d'avoir ce petit chien merveilleux sur vos genoux. Attends, faut que je te filme en direct. On la postera dans ta story. C'est un trop truc de fou. Mignon. J'avoue que j'ai l'impression... Elle est adorable. Ah ouais, ça va complètement...
Hello. Je suis comme les mères qui sont gaga de de leurs enfants. Non, mais t'as mais elle est tellement adorable. Mais non, mais sauf que là, j'assume T'as totalement. capté que je la caresse depuis tout à l'heure, je suis comme ça, quoi. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu déconnectée. Et elle le vit super mal. Vous irez voir dans la story de Sandra. Elle est super je la mettrai en story à la une. Non, mais attends, je vais rentrer chez moi. Je veux un animal de compagnie, en fait. Et voilà. Non, alors, par contre, si tu veux un animal de compagnie, t'appelles Tata Alice. Il y a que Tata Alice qui transforme les animaux en animaux hyper facile. Un chihuahua, normalement, c'est connu pour aboyer, être chiant, grogner sur les autres, pas tenir en place. Hein. Regarde, elle est incroyable. Elle est peaceful. Sa vie, c'est Bouddha, quoi. Elle est trop mignonne. Donc, bref, parler d'un dernier truc avant qu'on termine. Vas-y. Mon livre. Oui. Donc, ce livre s'appelle Solide. Il est édité chez Solar Édition, qui est quand même une très grosse maison d'édition. Je suis très ravie. J'ai un gros syndrome de l'imposteur de le sortir. Mais, messieurs, dames, enfin, surtout vous, mesdames, si vous le lisez, je l'ai écrit déjà comme je parle. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer. Je l'ai écrit aussi pour les gens qui n'aiment pas lire. Et il parle des échecs qu'on peut transformer en cadeaux. Et si en ce moment, vous avez un petit blocage, peu importe qu'il soit personnel, professionnel, une envie, un regret, ou la peur d'un regret futur, etc., il va vous aider. Dedans, je parle du handicap ou de la différence, des relations toxiques, des difficultés dans le travail et à se refaire après un trauma ou une arnaque, parce que je me suis fait énormément arnaquer. Je parle du deuil. En fait, je parle de plein de petites difficultés que j'ai réussi à contourner avec mon stoïcisme et ma résilience. Et je vous donne plein de clés avec des exercices. Et il y a même des exercices qui font le pont entre le livre, les réseaux sociaux, avec des petits défis que je vais mettre en story à la une. Enfin, vous allez voir, il est trop interactif. Le livre, il est trop bien. Génial. Et on a hâte de voir ton livre. J'imagine que la cover sera à ton effigie. Ouais, elle est très simple. Enfin, elle est simple. Ah ouais? Tu nous as pas envoyé un truc un peu... Non, j'avais peur de tomber dans l'influenceuse bateau qui sort un livre. Ouais, donc, enfin, on me voit, mais je suis cachée. Genre. Ok. C'est le titre qui est important. Ok. J'ai 3 questions pour toi qui sont 3 questions rituelles. Dans chaque épisode, ça se passe comme ça. Ne t'inquiète pas, rien d'exceptionnel. Première question, ma chère Alice, c'était quoi ton rêve de petite fille? C'était d'être comme les L5, toutes les femmes de ma vie en moi réunies. Et je crois que c'est ce que je fais maintenant. Mais j'adore. Voilà. Trop bien. Une phrase, un mantra qui te guide dans la vie. Impossible n'est pas féminin. Wow, I like it. Ok, j'adore. Et toute dernière question, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie? La locomotive de sa vie, c'est quand on a réalisé que de nos rêves d'enfant, on pouvait faire une réalité d'adulte tout en faisant le bien autour de nous. C'est-à-dire que prenez vos rêves, vos objectifs, écoutez-vous, faites-en la tambouille de votre vie et amenez les gens avec vous. Soyez pas tout seul en haut, ça sert à rien. C'est clair. Ça sert à rien, on se fait chier. Mais clairement. Voilà, moi j'emmène tout le monde avec moi. Mais tu es une vraie locomotive, Alice. De vraie. Trop bien, j'adore. Tchou-tchou voilà, non, s'il te plaît, ne fais pas ça, bordel. Je sais plus, il y avait une personne qui m'avait envoyé une chanson. Là. Il y a une chanson, Tchou-tchou, ma locomotive, je sais pas quoi. Mais là. non, mais attends, c'est dans les Aristochats. Quand les petits chats, ils passent le pont. Cliquidic, cliquidic. Ah, mais t'as trop de rêves, toi. Ah ouais, trop de rêves. Un truc de ouf, t'as trop de rêves. Moi, j'en retiens que dalle. Dernière mission pour toi, Alice. Tu regardes cette caméra-là et tu nous fais un petit message d'au revoir. Eh bien, ce n'est qu'un au revoir. Elle prend la mission très au sérieux, les gars. J'espère vous retrouver sur nos comptes de Sandra et moi-même, Alice Cat Designer et Sandra Verger, et sur le compte de Taya, parce que là, vraiment, je me lâche, il y a nos limites. Et surtout, je vous souhaite d'être extrêmement audacieux, heureux, fou, et d'avoir plein de business friends autour de vous. We like that. Merci beaucoup, Alice. Et moi, je vous fais un petit message de fin aussi avec ce petit chou. Je crois qu'il n'a pas envie. Je crois qu'elle n'a pas envie, mais je vais quand même vous dire merci à vous d'écouter ce podcast. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de cette discussion, de ce qu'Alice nous a appris sur comment utiliser nos relations, etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un retour. J'adore ça et je fais mon max pour vous répondre. Et bien évidemment, je vous invite à aller voir le compte d'Alice et le compte de cette petite beauté. À bientôt. Salut Alice. Salut, merci beaucoup Sandra. Merci à toi.